Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les intérêts et les limites que présente l'utilisation des tables de mobilité sociale. D'un côté, elles vont permettre de mettre en évidence les modifications observées dans la structure de la société. Ainsi, en comparant la répartition des emplois dans la génération des parents avec la répartition des emplois dans la génération des enfants, on va pouvoir par exemple mettre en évidence le phénomène de la tertiarisation. On observera qu'il y aura proportionnellement moins d'ouvriers, à contrario proportionnellement plus d'employés, de professions intermédiaires, etc., dans la génération des enfants, comparativement à la génération des parents. L'étude des tables de mobilité sociale permettra également de mettre en évidence le phénomène de la salarisation, à savoir qu'il y a davantage de salariés dans la génération des enfants et à contrario, moins de non-salariés, donc agriculteurs exploitants, artisans commerçants, chefs d'entreprise, dans la génération des enfants. On pourrait également souligner donc l'augmentation du niveau de qualification, qui est notamment visible dans la génération des enfants, avec le poids croissant des cadres, professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. D'un autre côté, l'étude des tables de mobilité sociale va permettre de mesurer si une société est véritablement juste. Autrement dit, si l'idéal méritocratique n'est qu'un concept, ou alors s'il est concrètement visible. Ainsi, grâce aux tables de mobilité sociale, on pourra comparer la probabilité qu'a un enfant d'ouvrier de devenir cadre avec la probabilité qu'a un enfant de cadre de rester cadre. Je vous renvoie à la prochaine vidéo pour expliciter cela. D'un autre côté, les tables de mobilité sociale présentent un certain nombre de limites, notamment liées à leur construction même. Premièrement, il est assez difficile de comparer en fait la situation des salariés avec celle des non-salariés. Autant si par exemple le fils d'un ouvrier devient cadre, là on n'a aucun problème à dire qu'on est en présence d'une mobilité sociale ascendante, mais d'un autre côté, si cette fois-ci on a le fils d'un artisan, commerçant, chef d'entreprise qui devient employé, est-on en présence d'une mobilité sociale ascendante, descendante? C'est pas toujours évident en fait. Deuxièmement, pour étudier les tables de mobilité sociale, on s'appuie sur les PCS. Mais il faut savoir que certaines PCS sont très proches. Vous prenez les ouvriers et les employés. Dans la réalité, en fait, très souvent, ils ont un niveau de vie relativement proche, ils sont dans des lieux de résidence sensiblement identiques. Donc finalement, un père ouvrier qui va avoir un fils employé, certes, officiellement, on a de la mobilité sociale, mais dans les faits, en plus, les tables de mobilité sociale utilisent les PCS, mais elles sont hétérogènes. Entre un employé et un ouvrier qui seront soit qualifiés, soit non qualifiés, on a deux univers totalement différents. Les employés ouvriers qualifiés auront un niveau de vie, de revenus, un lieu de résidence qui sera sensiblement différent des employés et des ouvriers non qualifiés. D'un autre côté, pour étudier les tables de mobilité sociale, on s'appuie sur la tranche d'âge en général des 40-60 ans. Le problème, c'est que c'est une tranche qui est relativement large, une vingtaine d'années. Entre demander à quelqu'un ce qu'il faisait à l'âge de 42 ans ou ce qu'il fait à l'âge de 58 ans, on risque d'avoir des réponses totalement différentes, qui risquent de remettre en cause les résultats obtenus. Qui plus est, pour étudier donc les évolutions en fait, des emplois entre les deux générations, on va généralement ne retenir qu'un seul des deux parents, le plus souvent la PCS du père. Mais c'est problématique quand on sait que c'est le plus souvent la mère qui va s'occuper de l'éducation des enfants et donc qui finalement aura l'impact le plus important sur l'avenir professionnel de ces mêmes enfants. Et d'ailleurs, quel parent va-t-on choisir dans le cadre d'une famille homoparentale ? L'étude des tables de mobilité sociale présente également comme limite le fait qu'elles ne tiennent pas véritablement compte des évolutions de la société. Par exemple, comparer la PCS du père avec la PCS de sa fille, c'est quelque chose qui est totalement faussé. D'accord ? Si un père ouvrier a une fille employée, certes, on a dans les faits de la mobilité sociale, mais c'est surtout lié à la structure des emplois qui n'est pas la même entre les hommes et les femmes. D'accord ? Et dans le cas d'une famille recomposée, qui doit-on prendre ? Le père biologique ou le père qui va éduquer l'enfant ? Il faut également tenir compte du prestige qui est lié aux positions sociales et qui va évoluer dans le temps. Vous prenez des parents infirmiers, donc profession intermédiaire, des enfants cadres, profession intellectuelle supérieure, qui par exemple sont enseignants. Donc on va passer des infirmiers aux enseignants. Autant il y a quelques décennies, on était véritablement en présence d'une mobilité sociale ascendante, concrète, et également dans l'imaginaire collectif,
Autant aujourd'hui, en termes bien évidemment de positionnement, les deux catégories font partie des classes moyennes. Dans l'imaginaire collectif, on n'a pas véritablement l'impression en fait d'être en présence d'une mobilité sociale ascendante. C'est tout le problème entre, si vous voulez, la mobilité sociale objective, celle qu'on va mesurer, et la mobilité sociale subjective, qui a plus trait effectivement à la hiérarchie en fait des positions sociales dans l'imaginaire collectif.